Et c'est peut-être aussi ça qui m'a donné cette envie d'aller dans le coaching, l'aide aux personnes, Oui. et de se dire, mais regardez là, il suffit d'une personne qui nous dit, tu sais, c'est comme quand tu as mal à l'épaule, il suffit qu'il y ait un kiné qui dise, ah ça fait mal, là, aïe. Une fois qu'on l'a montré, une fois qu'on l'a vu, on peut le transformer, on peut le transcender. Oui. Et je pense que ça, c'est marrant parce que je ne m'attendais pas du tout à parler de ça ici aujourd'hui. Tu sais, j'étais là, bien préparée. Qu'est-ce qu'elle va comme bien me poser comme question. Exactement. Et au final, merci. Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour. Le seul podcast, sur les femmes, mais pour les hommes et pour les femmes, bien évidemment. Et les femmes et les hommes qui veulent de l'inspiration, de l'envie, j'ai envie de dire de l'audace aussi. C'est ça exceptionnel. Des femmes qui sont différentes, qui sont brillantes. C'est le cap de notre invitée au bel accent belge. J'adore déjà la Belgique, c'est vrai, je dois le dire. Avec nous, Isabeau Pape. Bonjour. Bonjour Lara. Alors, on connaît Isabeau, le masculin d'Isabelle, un prénom original, j'ai envie de dire, qui oblige à un destin certainement fort et hors du commun. Alors déjà, petite précision, Isabeau, ce n'est pas un prénom masculin comme on pourrait le penser. Ça vient de Élisabeth de Bavière, qui était une reine française et qu'on surnommait Isabeau. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une confusion, mais Isabeau, c'est mon vrai prénom. C'est pas un surnom. Ouais. Et c'est un beau prénom. Non, mais il faut le dire, prénom rare et que tu portes bien, je trouve, parce que voilà, Isabeau est dans toute la féminité, une belle femme bien épanouie. Merci beaucoup. Alors, tu es, on peut se tutoyer, coach en positivité, coach de vie pour les femmes en panne, super chaude selon les moments. En tout cas, si vous allez sur son Instagram, notamment, vous le verrez, il y a marqué en panne de thermostat, super chaude, etc. Moi, j'adore. Je te laisse te présenter. Par rapport à ce que je dis, coach de vie, etc., qu'est-ce que tu dirais de plus? Alors déjà, j'ai hésité à mettre le t-shirt. Et je me suis dit, non, parce que en Belgique, on le fait, mais en France, je ne sais pas si ça se fait. Alors, mais écoute, moi, j'ai un parcours assez diversifié. Je suis une slasheuse avant l'heure, comme on le disait. Donc, j'ai un parcours, j'ai fait ce que j'avais envie au moment où j'en avais envie. Donc, je me suis laissée porter par le cœur. Ouais. Ce qui m'a amenée à avoir énormément d'expériences différentes, notamment en télé, en radio, en graphisme. On va y venir parce que c'est vrai que le parcours est complet. En tous les cas, de ce que j'ai dit, coach de vie, ça te va bien. En positivité, pour les femmes. Alors, pour les femmes seulement de plus de 50 ans? Non. Pour les autres aussi. Celles qui arrivent à la cinquantaine et qui l'ont dépassé, pour la simple et bonne raison. Tu sais où il y a un peu les cas désespérés, j'en fais partie. Moins de 50 ans, s'abstenir. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai pu constater, et moi la première, que j'ai vécu un vrai tournant à ce moment-là, de se redéfinir par rapport à tout ce qu'on a vécu, de se redéfinir après peut-être un choc comme une maladie, un deuil, la perte de son emploi. Et je trouve qu'à 50 ans, en tout cas moi c'est mon ressenti, j'ai eu un peu plus de mal à rebondir qu'à 30 ans. Quand j'étais encore jeune et fraîche, j'avais l'impression que toutes les portes s'ouvraient. Et c'est vrai qu'actuellement, aujourd'hui, alors est-ce que c'est uniquement l'âge? J'en suis pas sûre, à vérifier. Mais en tout cas, mentalement, j'ai ce ressenti qu'il y a vraiment un vrai passage, invisible, mais qui est très fort vécu de l'intérieur et qui bouffe pas mal de femmes qui ont dépassé la cinquantaine, parce que, encore, il y en avait une qui me disait il y a quelques jours. Ce que tu dis est très vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes de 50 ans et plus, en souffrance ou entre guillemets en souffrance, en tout cas des mots MAUX qui sont plus difficiles à penser, oui, c'est vrai. Il y a peut-être un manque de force, peut-être à nos âges. En tous les cas, c'est pour celles qui sont en manque, en panne, de bonne humeur, de sourire, j'ai envie de dire d'amour, de projet, de tout ce que j'ai lu sur toi. Ton enfance, si on en vient, surtout ton parcours, qui est un beau parcours. Parle-nous de ton tempérament de petite, parce qu'en fait, et les souvenirs que tu gardes de cette période de petite fille. Qui était peut-être la seule période où on n'est d'ailleurs pas toxique et on n'est pas avec des personnes toxiques, ou en tous les cas on ne le voit pas. Et c'est plutôt bon de se dire qu'on est avec des personnes qu'on estime ou qu'on croit les meilleures du monde. C'était quoi ton enfance? Bien, figure-toi que j'étais une enfant assez introvertie. Donc j'étais fort dans mon monde, j'étais très timide, en tout cas on disait de moi que j'étais timide, et donc je me suis construite aussi par rapport à ça, et au final, il y a une maîtresse d'école, comme on l'appelait à l'époque, qui a vu quelque chose en moi, qui a dit à ma mère, mais en fait, elle a un monde imaginaire, intérieur très très fort, très développé. Et donc, j'étais pas celle devant la classe, j'étais pas la fanfaronne. Non, tu dis que t'étais un cancre.
Alors, j'étais un cancre, j'étais une mauvaise élève, toujours à brosser, j'avais vraiment des examens de passage chaque année parce qu'en fait, je trouvais pas ma place là à l'école telle qu'elle était proposée. Aujourd'hui, je pense que ça change. On a d'autres solutions, d'autres chemins, mais à l'époque, je me sentais enfermée dans quelque chose qui ne me convenait pas et je ne pouvais pas l'exprimer. Ce n'était pas entendu, je pense aussi à l'époque. Et donc, j'ai eu une scolarité assez solitaire finalement et assez dans mon monde. Et tes parents te comprenaient? Enfin, tu arrivais à avoir un dialogue avec eux ou ce côté introverti, tu l'avais aussi à l'intérieur de ta famille? Alors, je l'ai eu peut-être un peu du côté de ma maman. Oui. C'était pas du tout compris par contre par mon père qui me disait tu dois t'endurcir, tu dois t'es trop sensible. C'est bien souvent ça, dans les familles où le papa peut-être plus encore que la maman qui donne les directives et qui te dit fais ça ou ça. Et quelque part quand on est en une certaine faiblesse, mais qui est une force par la suite, tu dis introverti, c'est-à-dire avec moins d'allant pour répondre à tout ça. T'en sais quelque chose, c'est le corps qui prend. Exactement, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Oui. Et effectivement, on voit d'ailleurs physiquement chez les jeunes enfants qui sont introvertis, il y a quand même une allure physique un peu renfermée. Donc maintenant, on peut le déceler plus facilement, mais c'est vrai que c'était pas quelque chose qui était entendu ou bien accueilli à l'époque. Mais j'ai aucun regret parce qu'au final, cette créativité, elle me sert chaque jour. C'est ça le plus important, ce que j'ai vraiment appris et découvert tout au long de ces années. C'est que, comme mon prénom, qui au départ pouvait être quelque chose d'un peu atypique, particulier, ou presque... Justement, c'est de marquer ta différence. C'est de se dire, OK, là, j'ai un talent là-dedans. On l'appelle timidité. Moi, je vais l'appeler créativité. Et donc, c'est de passer l'un à l'autre, de transformer. Et c'est peut-être aussi ça qui m'a donné cette envie d'aller dans le coaching, l'aide aux personnes. Et de se dire, mais regardez là, il suffit d'une personne qui nous dit... Tu sais, c'est comme quand t'as mal à l'épaule. Il suffit qu'il y ait un kiné qui dise, ah, ça fait mal, là, aïe. Une fois qu'on l'a montré, une fois qu'on l'a vu, on peut le transformer, on peut le transcender. Et je pense que ça, c'est marrant parce que je m'attendais pas du tout à parler de ça ici aujourd'hui. Tu sais, j'étais là, bien préparée. Qu'est-ce qu'elle va bien me poser comme question? Exactement. Et au final, merci vraiment de. C'est important de parler de l'enfance. Je dis toujours que c'est les fondations. Alors ton enfance et puis l'adolescence. Puisqu'à peine majeure à 19 ans, tu étais incapable de sortir de chez toi. Tu souffrais d'agoraphobie comme beaucoup d'autres personnes, sauf que à cet âge-là, c'est pas rigolo. Alors effectivement, ça m'a, je pense, privée d'une certaine manière de mon adolescence. J'ai jamais été une adolescente. En plus, avec mon tempérament un peu réservé, j'ai jamais vécu les grosses soirées, les grosses beuveries. Voilà, je ne connaissais pas. Et en fait, effectivement, cette agoraphobie, parce que c'est important d'en parler, je pense que ça touche de plus en plus de jeunes aujourd'hui. C'est vraiment né, en fait, d'un énorme choc que j'ai eu à 12 ans. J'ai subi un abus sexuel, en camp de vacances, dans un camp de protestants, par un jeune de 19 ans. Et donc, ça a donné, puisque ça n'a pas été traité, j'ai pas osé le dire à ma mère, j'ai osé le dire à personne. Et donc, ça a créé cette énorme agoraphobie. Donc, c'est pas un caprice. Quand il y a un enfant ou un jeune qui dit « je me sens mal à l'école, je me sens mal au contact des autres », il y a peut-être vraiment derrière un énorme choc traumatique qui fait que cette personne a transformé ça en autre chose. Et pour le coup, il y en a qui le transforment en faire des choses complètement dingues, monter l'Everest, faire des courses en voiture. Pour moi, c'était plutôt de me renfermer. Et donc, j'étais incapable d'aller à l'école, j'étais incapable d'aller faire mes courses. Et un jour... je suis sortie de chez moi, donc je commençais à tout éviter. C'est ça l'agoraphobie, en fait. Ça grignote toute la vie, ça bouffe tout dans la vie. Et d'abord, c'était le tram, puis c'était... ici, j'ai pas pris l'ascenseur, je suis montée par les escaliers. Et puis un jour, je suis sortie de chez moi, et j'ai regardé le ciel, et je me suis dit, j'ai même peur du ciel, j'ai peur de tout. Donc je suis rentrée chez moi, et j'avais deux solutions. Soit de me jeter par la fenêtre, parce que honnêtement, j'étais en survie pendant 2 ans, c'était terrible. Ou aller voir quelqu'un. Et donc, j'ai décidé d'aller voir quelqu'un qui est un hypnothérapeute et qui, en quelques séances, m'a permis de vivre aujourd'hui tout à fait... À qui tu as raconté... Alors, permets-moi de revenir sur ça, cet abus sexuel que tu as eu. Tes parents, tout ça, tu en as parlé ou... Alors, j'en ai parlé tardivement. T'as gardé ça pour toi? Oui, j'ai gardé ça pour moi. Aucune copine, personne... C'est pas rigolo du tout, rigolo ou pas, en tous les cas,
j'ai eu dernièrement d'autres invités qui ont eu des choses comme celle-là et qui te disent, j'en ai pas parlé, même mes parents ne le savent encore pas. Tu te dis, mais comment c'est possible? Comment on peut vivre des choses pareilles et ne... Enfin... Oui, surtout à 12 ans, c'est vrai que c'était lourd. Ouais. Et puis bon, Oui, ça l'autre m'a personne, c'était entre 8 et probablement, 14, tu vois, donc c'était pareil. Et c'est souvent, effectivement, dans des environnements familiers, là où on se sentirait en sécurité. Donc moi, ça a joué sur, évidemment, la perception de la sécurité. C'était un jeune en camp de vacances. Oui. Mais par contre, je ne m'attendais pas du tout non plus à en parler, mais voilà, ça peut aider d'autres personnes à sortir du silence. Exactement. Je me sentais vraiment très culpabilisée parce que j'avais l'impression de ne pas avoir assez dit non, comme toujours. Ouais. Et donc, en fait, les seules personnes qui étaient au courant, c'était la petite amie de mon frère qui était là, qui a participé, à la scène. Ouais. Et donc, j'ai pas trouvé pour moi, tout était devenu un danger, en fait. Mon environnement était devenu un danger. Ouais. Et ma mère, je lui ai dit, mais c'est 2 ans avant son décès. Et je me suis dit, je sens que c'est le moment. Je sens que je dois avoir du courage. Sois courageuse, je me suis dit ça, et dis-lui. Et donc, j'attendais, là, je reculais le moment, on mangeait. Et finalement, au dessert, je lui ai dit, voilà, tu sais, maman, en fait, quand je suis partie au camp de vacances, là, j'ai été abusée. Et elle tombait des nues. Donc, elle a appelé une association qui aide les parents d'enfants victimes d'abus sexuels. Et on lui a répondu, mais madame, votre fille est une adulte maintenant. On peut rien faire pour vous. Elle a dit, mais moi, je viens de l'apprendre. Donc, et donc, voilà, c'est assez particulier. Oui, t'attends une aide, quelque part, même ça. Pour elle et pour ta maman, parce que ce sont des chocs, même si elle l'a pas vécu comme toi, c'est aussi un autre choc en tant que maman. Bien sûr, et qu'une association ou des gens comme ça, tu vois, d'entendre ça encore aujourd'hui, où il y a pas si longtemps que ça, comment c'est possible de pas avoir d'aide? En fait, il y a un manque là-dessus, je pense, et avec l'autre invité, on en discutait, il y a un manque de soutien et d'associations et d'organismes, à mon avis, qui viennent... comme je sais pas quel est le terme exact, mais qui viennent tout simplement parler, mettre des mots sur des chocs et des choses qui sont dramatiques, parce qu'en fait, et ça se voit et ça se sent, tu en parles et tu te délivres, et c'est de briser le silence qui est beau et qui est important et qui te fait quelque part renaître et revivre. Oui, parce que c'est étonnant, je parle beaucoup plus de la maladie que j'ai eue et de la faillite que de l'abus. Mais j'ai eu le temps de faire mon chemin. Moi, j'ai 52 ans aujourd'hui. Donc, j'ai eu le temps d'avoir été voir des gens compétents, professionnels compétents, qui m'ont permis aussi de sortir de ça. Et j'ai vu aussi là-dedans le cadeau mal emballé. On se dirait, mais il n'y a aucun cadeau là-dedans. Mais en fait, si, je pense que c'est développer une force d'autonomie et de se dire, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je dois compter sur moi. Et c'est vrai, dans les autres traumatismes que tu as vécu, on va en parler. Pour autant, tu décroches d'ailleurs le diplôme École d'art à Bruxelles. École d'art, la Cambre. Voilà. Une vraie revanche aussi. Je crois que tu étais très fière de ce diplôme. Très, très fière, étant donné qu'à l'école, j'étais le cancre du fond de la classe. Je me faisais engueuler par les profs. Et quand j'ai découvert vraiment quelque chose qui me passionnait, alors, c'est à ce moment-là que je me suis complètement révélée. Et donc, j'ai commencé à avoir cette passion. Donc, j'allais au cours entre 2 crises d'angoisse. C'était très dur pour moi, mais je me suis dit, là, j'ai découvert une passion. Et là, ça vaut vraiment la peine que je donne tout ce que j'ai pour la réaliser. Et effectivement, en 5e, en fin d'études, j'ai présenté mon travail de fin d'études. Et j'ai eu la plus grande liste qui était 98%. Chapeau! Merci beaucoup. Une belle victoire! Et j'ai vu la fierté dans les yeux de ma mère à ce moment-là parce qu'on a reçu les points devant elle. Et je me suis dit, allez. Chouette. C'est un beau début, une belle revanche sur plein de choses. D'ailleurs, quand on entend tes débuts, chapeau. Et pour dire que c'est possible aussi. Exactement. Pas parce que quelqu'un n'a pas le comportement qu'on attend de lui à l'école et les points qu'on attend de lui, parce qu'aujourd'hui, on mesure tout par le résultat direct que sont les points, que cette personne ne va pas un jour se rebondir et faire des choses. Bien au contraire. Alors, tu débutes aussi ta carrière dans le digital, puisque tu participes à la création du premier site web de RTL TVI. On salue nos amis belges en télé, et tu deviens chroniqueuse télé presque par hasard. Oui, exactement. Alors, par hasard... Chouette, une belle expérience aussi. Oui, exactement. Et puis, je me suis rendu compte qu'après, il y avait une compétence derrière que je ne voyais pas. Mais je vais commencer par le début. Donc, un jour, je descends boire un café à l'étage des studios, là où il y avait les meilleures machines à café. Et à ce moment-là, il y a une productrice qui passe l'émission et qui me dit, écoute, il y a une candidate qui ne s'est pas présentée.
tu voudrais bien venir et jouer le jeu. Je dis bon, ok, d'accord. Donc je passe au maquillage. Bon, moi tout ça c'était un monde inconnu. Et donc je joue à la candidate. Et le lendemain, il y a le directeur des castings qui arrive dans le bureau et qui me dit je vous ai vu à la télé hier. Et je me suis dit ça y est, qu'est-ce qui va se passer parce que... Et il m'a dit je trouve que vous passez bien, passez dans mon bureau. Pas étonnant, bah oui. Et à ce moment-là, du jour au lendemain, j'étais chroniqueuse dans une émission en prime time. Et là, tu dis, j'ai passé la vitesse supérieure par rapport à mes angoisses, à tout ce que j'avais, tout ce que j'ai vécu. Chapeau. Donc oui, c'est magnifique pour la petite fille que tu étais, qui avait peur de tout, passer à X vitesse supérieure. Plusieurs années à la radio, la création de ta propre agence, tu as 35 ans, et puis à 38 ans, tout bascule, où ta maman décède d'un cancer du sein. Tu fermes ta boîte, tu vends la maison familiale qui était chère, à ton cœur bien évidemment, et tu repars pour faire une vie ailleurs. Et quand tu dis ça, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vraiment ressenti tous les chocs. J'ai l'impression d'avoir plutôt été dans une sorte de fuite en avant et de rebondir autant que je le pouvais, je pouvais. J'ai eu la chance d'accompagner ma maman dans ces derniers mois et donc j'ai pu apaiser aussi la relation mère-fille. J'ai pu être là, présente pour elle et retrouver cette intimité qui était compliquée, qu'on n'avait plus depuis que j'ai fait aussi mon coming out à 17 ans. Et donc ça a apaisé. Et je suis partie presque sans me retourner. La maison familiale, ça a été aussi quelque chose d'énorme parce que c'est là aussi que je me suis rendu compte que quand la personne n'est plus là, les objets n'ont plus d'âme. Et vraiment, c'était devenu des objets qui n'avaient plus d'intérêt ni de sens pour moi. Et donc j'ai décidé de tourner la page. Il y a énormément de choses qui se sont passées dans cette maison et j'ai décidé de donner une chance à cette maison et à un jeune couple avec enfants qui allait venir avec une énergie nouvelle et qui allait redonner une autre vie à cette maison. C'est beau. Oui. L'envie de faire passer et puis de donner d'une certaine façon l'endroit qui était cher quand même à ton cœur, même dans des moments difficiles ou plus heureux de l'enfance qu'on vit, j'ai envie de dire tous et toutes, mais c'est un beau message, un beau lien. Enfin, tu as ce côté lien et force qui est quand même incroyable, même si sincèrement, j'ai rencontré pas mal de femmes et d'hommes fortes, mais forts, mais tu as quelque chose vraiment, on va dire, de plus, qui est quelque part inexplicable, qui est naturel, tu vois, comme un septième sens, c'est magique, Tu rencontres en tous les cas à cette époque très délicate ton épouse. Oui. Le goût de la surprise, alors de l'insolite qui t'inspire, puisque il y a 2 livres aussi qui sont publiés aux éditions de la Renaissance de mémoire, Magique Bruxelles, Magique Belgique, parce que ton amour pour la Belgique est très fort. C'est vrai. Mon attachement pour la Belgique est très fort. Ouais. Et ce côté, on se prend au sérieux, on se prend pas au sérieux. Ça, je dis toujours. On va n'importe où en vacances, en Italie, en Espagne, peu importe où, même à l'autre bout de la planète, mais il y a toujours un Belge ou une Belge et le sourire et le côté bon enfant et vous avez une façon d'appréhender la vie que je trouve géniale. Mais c'est très vrai et je pense sincèrement, vous avez une chaleur que peut-être beaucoup d'autres vous envient ou voudraient avoir et en tout cas ce serait bien de copier parce que sincèrement il y a du très bon, donc c'est important de le dire. Et donc il y a ces ouvrages, un bienfait ces ouvrages aussi d'écrire et d'extérioriser puis de parler de plein de choses. Oui, c'était déjà quand j'avais travaillé à la télé dans l'émission qui s'appelait Ça alors, qui passait en prime time, il y avait ce côté insolite. Donc j'ai vécu des expériences géniales. Donc j'étais sous les pieds de la Tour Eiffel, j'ai fait de la chute libre, enfin la simulation de chute libre. J'ai été voir des îles où il n'y avait pas de voiture, on ne se promenait qu'à vélo. Donc j'ai vraiment pu expérimenter des tas de choses insolites. Et quand j'ai rencontré Emmanuelle, qui allait devenir mon épouse, on s'est rendu compte qu'on partageait ça. Donc elle est avocate. Elle s'ennuyait un peu dans son métier, ses besoins de diversité, d'amusement n'étaient pas totalement comblés. Et donc, on s'est dit, eh bien, allons-y. On n'avait pas écrit un seul livre de notre vie. Donc, ça aussi, c'est de se dire, ce n'est pas parce que j'estime ne pas avoir les compétences que je ne peux pas le faire. En fait, on a tous et toutes les compétences. La seule chose qu'il suffit de faire, c'est le premier pas et c'est d'y aller. Et c'est ça qui nous rend légitimes. Ce syndrome de l'imposteur, on peut lui botter le cul, pardon pour le gros mot, mais c'est vrai. En faisant le premier pas.
Ouais. Et donc, l'action, en fait, précède le déblocage et la mise en route, la mise en énergie. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait. Et pour le premier, on l'a coécrit avec Elisabeth Klaus, qui est une journaliste à Bruxelles qui travaille beaucoup pour le Elle Belgique, pour le Figaro. Oui. Elle nous a aidés sur le premier. Et le deuxième, on s'est dit, tu sais quoi ? On fait Allons-y. toute seule. Exactement. Et donc, ça nous a permis d'aller voir déjà plein de super endroits d'entrepreneurs qui décidaient de faire des choses complètement différentes. Je pense notamment à Dinner in the Sky, qui est de manger accroché dans le ciel à une vingtaine ou une trentaine de mètres du sol. Des tas de gens qui avaient une idée un jour et qui se sont dit pourquoi pas. Et qui, comme nous, ont fait ce pas de se dire, OK, bah, tu sais quoi, je me lance et on verra bien. Et c'était extraordinaire parce que ça donne aussi l'envie. Et c'est une sorte l'énergie se multiplie. Ouais. Et je pense que si on était plus à oser se lancer dans des choses qu'on n'a jamais faites parce qu'on se sent illégitime, toujours de notre point de vue, eh bien, il y aurait beaucoup plus C'est un magnifique message pour celles et ceux qui nous écoutent vraiment. Et puis, quelques années plus tard, il y a quand même, Isabeau, un nouveau choc et une affaire médiatisée. Il y a la perquisition, une agression, un sentiment d'injustice qui te pousse à tout remettre de nouveau en question. C'était quoi cette affaire et cette perquisition ? Parce que pour le coup, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Bah, écoute, c'est la première fois que j'en parle publiquement parce que l'affaire est en train de se résoudre. Donc, il y a 10 ans, j'ai travaillé pour une politique en Belgique, donc graphiste. Et c'est une affaire qui, les médias s'en sont mêlés. Par où commencer ? Je vais essayer de faire simple. Donc, en gros, on lui a reproché, voilà, de faire des choses qu'elle aurait pas dû faire. Et comme je travaillais pour elle, on lui reprochait quoi qu'elle avait fait ? Ben, une prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire qu'il y avait, voilà, il y avait. La justice fera son travail. Exactement. Et donc, je vais pas parler pour elle, je vais juste parler pour moi. Et donc, parce que tu travaillais avec elle, tu as été mêlée. Je travaillais avec elle. Voilà, je travaillais avec elle. J'étais graphiste. Et un matin, je me souviendrai toute ma vie, à 5 heures du matin, j'entends comme sonner, comme dans un rêve. Et je regarde mon épouse, je me dis, j'ai sûrement rêvé, et je vois, cling, elle ouvre un œil. Je me dis, ah ok, j'ai pas rêvé, on est toutes les deux avoir entendu. Et elle me dit, ah mince, je pense que je me suis mal garée, je pense que je vais aller changer ma voiture de place. Et je l'attends, elle revient pas, et elle me dit, ma chérie, je pense que c'est pour toi. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Et alors, la porte s'ouvre, elle ouvre la porte, et là, il y a 4 policiers en civil qui montent les escaliers, qui arrivent, qui me disent cette phrase que j'oublierai jamais. Isabeau Pape, j'ai dit oui. Et ils m'ont dit, vous êtes privé de liberté. Wow. C'est la première fois que je le dis comme ça, de manière publique, et ça me fait encore quelque chose, pourtant c'était il y a 10 ans. Je me doute bien. C'était d'être privé de liberté, ça a occasionné un stress énorme en moi. Et donc là, s'en est suivi une perquisition comme dans les films. Ils ont commencé à... J'ai plus pu bouger, mon épouse non plus. Ils ont commencé à tout fouiller. Bien sûr, oui. Alors, ce qui m'a fait rire, quand même, une petite note légère, c'est que j'ai la carnetite aiguë. Donc, j'ai une 50aine de carnets vides à la maison. D'accord. Et j'ai vu la policière qui commençait à tous les ouvrir. Et là, je me suis dit, OK, là, je pense qu'on en a pour un bon bout de temps. On est parti pour un moment. Et puis, à un moment donné, ils m'ont dit, suivez-nous dans la chambre. Et j'ai vu mettre des gants. Et je ne te dirai pas à quoi j'ai pensé. Je me suis dit, ça y est, je suis bonne pour la fouille, tu vois. Et je suis arrivée et en fait, je devais être présente parce qu'ils fouillaient tout, les culottes, tout ce qui est intime. Et là, je me suis sentie une nouvelle fois violée. Bien sûr. C'est une agression énorme à 5 heures du matin, sans défense. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et de me dire, vous êtes privé de liberté. Moi, je lui dis, mais jusque quand ? Et ils m'ont dit. Puis pour quelle raison ? Parce que rien n'est acté à quelque niveau que ce soit. J'avais déjà une idée parce que la presse s'était déjà mêlée de certaines choses. Mm-hmm. Et quand je lui ai demandé c'est pourquoi, il m'a tendu un papier, j'ai vu le nom et j'ai compris tout de suite. D'accord. Et je me suis dit, ah, ok. Et donc l'affaire est toujours en cours. Donc l'affaire est toujours en cours, donc il y a eu des rebondissements. Moi j'ai eu très très peur parce que j'ai été auditionnée pendant 3 jours à la police fédérale. Comme dans les films, une fois t'es très intelligente, l'autre fois t'es vraiment stupide. Ils savent tout de toi, donc ils me disaient là vous étiez à tel moment, vous avez pris l'essence à tel endroit. Ils avaient tout, ils avaient mes conversations téléphoniques, ils avaient mes conversations WhatsApp, c'était Skype à l'époque. Enfin, c'est dur de le dire parce que c'est pas du tout le même degré ni ça n'a rien à voir, mais quand même un viol de ton intimité à un niveau important où tu te demandes certainement ce que tu vis, l'horreur. C'était l'horreur. Et donc là, c'est quand même une fois où j'ai pensé au suicide, en fait. Enfin, je voulais pas me
tuer, je voulais juste me supprimer cette douleur parce que j'étais prise en fait. Là, je vais vraiment très loin Alors, dans c'est ce que peut-être je te aussi livre. l'accumulation depuis l'enfance de plein Oui, de choses. exactement, Parce que tout à fait, oui. Ouais. ça, plus ça, plus ça, plus ça, quand on voit ton Ouais. parcours, à la fois riche et magnifique, mais avec tellement de blessures et de traumatismes qui sont arrivés, que chaque fois te relever, waouh, ce qui est formidable, c'est que tu te relèves encore plus forte à chaque fois. Mais c'est quand même des troubles et des passages qui sont quand même... Oui. Il y en a peut-être qui se reconnaîtront à travers des éléments comme cela, mais c'est quand même terrible. Donc l'affaire, en tous les cas, est toujours en cours. C'est ça. Et donc voilà. Donc, et ce que je voulais dire aussi par là, c'est qu'il faut pas rester seul dans ces cas-là. Et oui. Parce que c'est vraiment, de nouveau, c'est très fort lié à la honte aussi, de se dire j'ai fait quelque chose de mal. Oui. Et Donc tu n'as rien fait, effectivement- tu as juste travaillé pour une personne qui est Exactement. impliquée dans une autre affaire. Bon, voilà. Et donc à ce moment-là, le sentiment aussi d'injustice Ouais. est là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, une chose n'arrive pas seule, et probablement que j'étais dans cette énergie là à ce moment-là. J'étais agressée à main armée. Et donc j'étais tour à tour victime et coupable. Donc Ouais. dans une affaire, j'étais considérée comme coupable. Et dans l'autre affaire, j'étais considérée comme victime. Ouais. Et les deux se chevauchaient. Et c'était très particulier comme sentiment. Mhm. Mais voilà, maintenant je me dis, je vis les choses comme si c'était tu vois, les jeux de plateau, là. Quand on Ouais. était petit, on jouait aux jeux de plateau. Et hop, tu passes un plateau et encore un, Ouais, encore un. un palier. Et tu un prends avec escalier. toi toute l'expérience et tout ce que tu as découvert sur toi aussi Ouais. à travers tous ces plateaux. Et tu crées ensuite, grosso modo, il n'y a pas si longtemps, 5-7 ans, ta maison de cire et de senteur, puisque c'est un rêve qui devient une success story, jusqu'à ce que, là aussi, tu aies un cancer du sein agressif. Tu décides de tout arrêter. Et de nouveau, donc des moments très durs, j'ai envie de dire, de nouveau une succession de chocs et de turbulences. Oui, c'est vrai, quand je fais l'addition, je me dis, bah dis donc. Et tout ça, effectivement, Et s'imprime quand aussi on dans te les voit, cellules. on s'imagine même pas en rêve qu'il y a eu autant de choses, tellement tu es solaire et tellement de positivité. Merci, mais chaque Ce matin... que je dis simplement, parce que, mais dans ce que j'aime et ce que je pense, et avec mon vécu et l'expérience aussi des personnes que je rencontre, c'est que ce que je dis toujours, c'est que les personnes que l'on voit, quand elles souffrent de quelque chose de très grave, elles n'en parlent pas. Bien souvent, elles ont une résilience qui est incroyable, alors que celles qui souffrent, ou ceux qui souffrent de pas grand-chose, se plaignent assez régulièrement. Et donc, tu es l'exemple de personnes qui ne se plaignent jamais. Oh, demande à ma femme. Tu as enduré énormément. Donc, sur ces turbulences et sur ton cancer, etc., c'est quelque part, c'est dingue aussi, mais c'est à partir de là, avec tout ça, que tu as une renaissance dingue c'est la renaissance complète. C'est ça qui est beau. Ouais. Oui, et pour en revenir à ce que tu disais aussi, se plaindre ou pas, je pense pas qu'il y ait vraiment une gradation entre les souffrances et entre... Oui. Et moi, je voudrais pas qu'à un certain moment, quelqu'un ne me parle pas de ce qu'il vit, parce qu'il le mettrait en concurrence avec une sorte surtout pas. de Bien niveau sûr. de gravité. Oui. Je pense que, voilà, on tout peut... est grave. Il faut... Tout est grave et rien ne l'est, en fait. Exactement. En réalité, c'est l'interprétation qu'on en fait. Ouais. Et moi, effectivement, quand tu me dis que tu es solaire, merci beaucoup, je prends vraiment le compliment, parce que c'est quelque chose que je reconstruis chaque matin. Donc, chaque matin, on a toutes et tous, une nouvelle chance de refaire différemment les choses. Ouais. Et chaque matin, je fais ce travail conscient de me dire, OK, qui j'ai envie d'être aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai envie de développer comme qualité ? Et ça, tous les matins, je fais cet exercice depuis l'annonce du cancer, depuis 4 ans. Ouais. C'est quelque chose que j'ai fait au début pour survivre. Et maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais pour vivre et pour continuer à créer. Donc, c'est quelque chose que je pense on peut apprendre. Au départ, moi, je pensais, il y a les gens qui savent le faire et d'autres pas, comme si c'était une sorte de loterie ou de fatalité. Et puis, je me suis rendu compte en lisant un livre, d'ailleurs très intéressant, d'une psychologue qui s'appelle Carol Dweck, et qui est « Oser réussir », et qui parle justement, on peut naître avec plus ou moins de talent, mais ce qui importe derrière, c'est le travail qu'on va faire. Bien sûr. C'est l'envie de croître, de grandir, et d'apprendre, et de développer. Alors, à ce moment-là, tu plonges dans les recherches du professeur Kelly Turner sur les rémissions radicales, tu découvres l'épigénétique, la méditation, la puissance de l'esprit sur le corps. Comment est-ce que tu fais connaissance avec tous ces univers ? Et autre chose, c'est tu transformes cette peur en énergie créatrice. Tu dis, c'était ma renaissance, telle que je le vois et tu l'as écrit, plus libre, plus consciente, t'étais encore plus alignée qu'avant.
C'est magnifique. Mais quand un jour on a la conscientisation que la vie peut s'arrêter plus vite qu'on ne l'avait imaginé, j'avais pas écrit dans mon agenda ma vie s'arrêtera Bien là. sûr. J'avais 48 ans, donc honnêtement c'est pas vieux. Non. Je ressors d'un contrôle de routine chez les gynécos avec un diagnostic de cancer du sein agressif. Là, bon, d'abord, j'ai pas compris tout à fait ce qui m'arrivait. J'ai dit à la gynéco, vous êtes sûr que c'est bien mon dossier? J'étais vraiment persuadée qu'il y avait une sorte de distanciation comme ça. Elle m'a dit oui, c'est bien votre dossier. Donc je rentre à la maison avec ça et je me retrouve à me dire mais voilà, et maintenant quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'inconnue la plus totale. Je maîtrisais rien et j'avais très peur. Oui. Un diagnostic comme ça fait très peur. Et donc j'ai commencé à chercher tout ce que je pouvais dans les témoignages de personnes qui avaient guéri d'un cancer, quel qu'il soit, peu importe le stade. Et je me suis dit, comment je peux faire maintenant? J'ai, effectivement, tu parlais de l'esprit. J'ai toujours été convaincue de la force de l'esprit. Et je me suis dit, maintenant, j'ai une sorte de profession de foi. Oui. Maintenant, comme si la vie me disait, écoute, voilà, maintenant tu as cru à tout ça, c'est très bien. Et maintenant, est-ce que tu vas continuer à y croire? Mm-hmm. Et là, j'ai découvert le professeur Turner qui est allé à la rencontre d'une centaine de cas qui étaient consignés dans des revues médicales, mais qui n'étaient pas vraiment à la portée du grand public. Et il est allé réaliser des interviews. Ouais. Et tous ces hommes et ces femmes à qui on a dit rentrez chez vous, il n'y a plus rien à faire, et qui, des années après, sont encore en vie, et pour certains, sont complètement guéris. Ouais. Comme Et quoi, je me suis dit, il faut avoir cette satanée force en soi pour surmonter n'importe quelle épreuve et surtout les plus difficiles. ouais, Et qu'est-ce qu'on grandit après? Ouais, je dirais même cette divinité force. Ouais. Oui, oui, complètement. Et de me dire, mais oui, en fait, on a une énorme puissance à l'intérieur de nous. Et on le sait pas. Et on le sait pas exactement. Mais Ouais. le plus souvent, c'est dans des cas vraiment extrêmes qu'on en prend conscience et qu'on décide qu'on peut donner vie à toute cette force qu'on a en nous. Sinon, Ouais. on est tous à notre capacité minimum parce qu'on a appris à vivre en pilotage automatique Oui, avec c'est un ça. minimum d'énergie et un minimum de développement de ce dont on est capable. Mhm. Et tous ces gens, c'est des gens comme toi, comme moi, comme n'importe qui ont décidé un jour qu'ils allaient devenir maîtres de leur destin et qu'ils allaient au moins essayer. Alors, je dis pas que ça marche pour tout le monde. Ouais. Encore une fois, ça, c'est une grande constante dans la vie. On peut pas le savoir. Mais par contre, c'est de se dire, OK, maintenant, j'embrasse cette force. Ouais. Chapeau. Chapeau sur le chemin, sur le parcours, sur tout ce que tu nous dis, tu nous livres, parce que voilà, ça fera grandir certainement pas que les femmes, mais les hommes aussi qui nous écoutent, parce qu'il y en a aussi qui souffrent. Tu les mets au service des autres, donc toutes tes souffrances aujourd'hui. Tu as un vécu qui est une arme, j'ai envie de dire, pour avancer et faire avancer les autres avec... à ton avis d'ailleurs, avec le recul, avec toutes les épreuves que tu as traversées, laquelle, s'il y en a une, mais Dieu sait si elles sont toutes marquantes, a le plus transformé peut-être ta manière d'accompagner justement les autres? Est-ce qu'il y a quelque chose dans tout ton parcours, et qu'on connaît puisqu'on l'a analysé ensemble, et évoqué en toute transparence, et je t'en remercie, mais est-ce qu'il y a une chose qui te paraît plus grandissante par rapport à ce que tu dis aujourd'hui aux autres, comme moi, qui viennent par exemple en consultation et demander de l'aide sur X sujet? Je dirais que c'est de trouver sa force intérieure, qui peut parfois être déguisée sous une forme de vue comme une faiblesse ou comme une ultra-sensibilité ou quoi d'autre. Ouais. Donc, quand dans son parcours, on regarde ce que les autres nous disaient qu'on était, genre, toi t'es timide, ou toi t'es renfermé, ou toi t'es trop ceci, ou trop cela, en fait, c'est de revenir là-dessus. Et c'est là qu'il y a une puissance, une force. Ouais. Et de la transformer, justement, et de s'en servir, mais en trouvant une stratégie qui est au service de notre bien-être, Ouais. et de notre croissance. Mmh. Donc, pour coacher, tu te sers bien évidemment de tout ça. Bien J'ai envie de dire que dans le malheur, là aussi, tu as transformé tout le négatif en positif. Tu as tous les atouts pour coacher à tout niveau sur les sujets les plus délicats et difficiles. Bah écoute, au départ, je me suis surformée en me disant, pour être légitime, il faut que je me surforme, il faut que j'apprenne toutes les statistiques, il faut que je sois incollable sur le sujet. Et au final, je me suis rendu compte avec les femmes qui venaient, c'est pas ça qui peut les aider. C'est l'énergie qu'on dégage, c'est l'expérience de vie. Et c'est par les vrais que tu oses raconter justement les choses. Certainement, tu dois partager avec elles
peut-être une sur la maladie, l'autre sur ce qu'elle a vécu de tragique, qui touche son corps ou autre, mais c'est que tu fais part de ton expérience et il n'y a pas plus beau, plus dur et plus vrai que de raconter et de dire, ben regardez, je suis l'exemple, le bon et contre-exemple, mais le bel exemple. Ben, disons que j'ai fait le chemin et en ça, je me sens complètement légitime, effectivement. Ouais. Tu accompagnes les femmes en transition de vie, alors à retrouver sens, confiance et joie. Et j'ai lu beaucoup de témoignages aussi de femmes qui disent waouh. D'ailleurs, je vous conseille, hein, allez. T'es que sur Insta? Alors sur Insta, si on tape Isabeau Pape, voilà, sur on donnera Google, de toute façon les adresses et tout, mais vraiment, j'ai envie de dire à consulter pour n'importe quel mal, parce que tu as une façon de travailler sur la personne et de parler et de ça te transporte. Enfin, tu vois, même moi qui t'interviewe, je me sens transportée par ce que tu dis, mais à une façon, à un degré très haut, et je te le dis tout à fait sincèrement. En fait, c'est ce que tu fais pour les autres, c'est tout ce que tu aurais espéré pour toi. Mais bien sûr, un coach, il est coach parce qu'il aurait voulu se coacher lui-même. Et oui. Donc tout développement d'une compétence part d'un besoin de la personne. Ouais. Comme dans toutes les entreprises qui naissent, c'est parce que moi j'ai eu besoin à un moment donné de ma vie que simplement quelqu'un me prenne la main et me dise ça va aller. Ouais. Et aujourd'hui, je peux le dire en âme et conscience à toutes les femmes que j'accompagne, je sais que ça va aller. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'il y a juste besoin qu'une personne nous le dise. Ouais. Et aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir. C'est pour ça qu'il faut la parole, elle est tellement importante. C'est quand on dit il faut se taire et tout, quand j'entends des gens qui disent il faut se taire, surtout pas, tu vois. Je pense que le message est très fort et très vrai. Quels sont les profils de ces femmes quand même que tu as souvent, tu as peut-être aussi des hommes, mais des femmes qui sont plutôt fortes, brillantes et pourtant en détresse, parce que bien souvent c'est ça aussi. Tu as une force, tu as un potentiel énorme et pourtant il y a une grande souffrance. Oui. Oui, mais je me suis rendu compte qu'il peut y avoir un décalage entre ce qu'on montre, ce qu'on a appris à montrer à la société, surtout à 50 ans. Tout ce qui brille n'est pas or. Exactement, à 50 ans, on est censé avoir tout compris, on devrait être bien dans notre peau, avoir confiance en soi, et on se dit, mais c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je me sens un peu honteuse de dire que finalement, je me sens un peu perdue, ou je me sens un peu dans le brouillard. Donc les femmes que j'accompagne, c'est principalement des femmes créatives, ce qui n'est pas étonnant puisque moi je viens d'un milieu artistique, des femmes aussi qui sont dans les médias et qui, à un moment donné, n'arrivent pas en fait à pouvoir se dire ok, je peux recommencer quelque chose, je suis légitime à le faire. Où est ma place dans un monde qui privilégie plutôt la jeunesse? Dans les médias, je pense qu'il y a aussi un côté un peu cruel. Oui. La femme, à 40 ans, si elle arrive déjà à 40 ans sous les feux des projecteurs, c'est déjà bien. Oui. À Hollywood, on n'engage pas des femmes au-dessus de 40 ans. C'est terrible, alors que et donc, 50, passé, mais même j'en connais qui ont 60 et tout, qui ont encore peut-être plus de vivacité qu'une de 30. Donc c'est complètement tellement idiot aujourd'hui, je trouve, ces styles de stéréotypes, de messages tout faits. Et nous, on a appris, ça se vit. Oui, et nous, on a appris à cacher tout ça. On est devenues très fortes, les femmes. C'est pour ça que j'accompagne que des femmes, parce que je les comprends peut-être un peu mieux. Oui. On a des challenges différents, ne fût-ce que la transition hormonale, tout ça, l'estime de soi, l'image de soi. Et donc, à un moment donné, ce décalage, à 50 ans, craque. Et donc, ces femmes se retrouvent au bord d'un précipice, se dire, waouh, comment est-ce que je vais faire? Qui je suis? Les enfants sont partis, j'ai été licenciée, je me sens peut-être plus aussi séduisante qu'avant. Oui. Qu'est-ce que je vais faire des 35 années qui me restent? Exactement. Ouais. Et là, tu y réponds admirablement bien. Tu as d'ailleurs été chez Mesdames Médias, Maïkena Biraben, que je salue, pour qui j'ai beaucoup d'estime et que j'ai connu il y a fort longtemps, mais qui fait un beau travail aussi sur les réseaux féminins, pour les femmes en tous les cas et sur plein d'aspects. Tu as été dedans, ça c'était aussi tu m'as dit c'était une tranche, enfin, je pensais pas être prise et quand j'ai été dans Mesdames Médias, j'étais aussi fière. Bah oui, c'est une revanche aussi. Là, une autre revanche. C'est ça, c'était un coup de poker, c'est oser de se dire, ok, j'ai 50 balais, j'y vais. Donc là, c'était évidemment chez la cliente idéale parce qu'elle parle aux femmes de 50 ans. Et je me suis dit, ok, j'y vais, j'essaye. C'était au tout début. Elles m'ont proposé de faire vivre des méditations en direct, qui finalement ont eu plus de 500 000 vues aujourd'hui, les 3 cumulés. Énorme. Et en fait, c'était vraiment, j'étais boostée d'avoir osé les contacter, y aller et le faire. Et passer outre le regard et peut-être la critique, parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux, on est très exposé à la critique. Bien sûr. Et je me suis dit, ok, j'y vais et on verra. T'as osé. Ouais. Aller de l'avant surtout, et ça c'est magnifique. Quel message tu aimerais faire passer justement sur ce côté audace,
aux femmes, et encore une fois, peut-être pas qu'aux femmes, mais aux femmes en particulier, ce que tu aimerais vraiment qu'on retienne? C'est de garder le feu sacré. Et de se dire, OK, j'ai l'impression que parfois ce feu s'éteint un petit peu ou devient un peu moins vif et on s'enferme dans des choses qui nous retiennent. Ouais. Là, par exemple, j'étais très excitée à l'idée de venir, je voulais venir, j'apprends qu'il y a une grève. Je me dis, je pourrais peut-être pas prendre le train. Et quelque chose en moi a fait, ah ouf, peut-être finalement. Parce que c'est normal d'avoir peur. Quand on ose quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est tout à fait normal. Et de se déculpabiliser par rapport à ça et de se dire, OK, là j'ai peur. Qu'est-ce que je fais? Là, le choix m'appartient. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et quand on décide d'y aller, c'est là qu'on a les plus belles victoires et c'est là on se remplit de cette estime de soi, de cette confiance en soi et de cette énergie d'aller de l'avant. Il faut passer ce petit loquet de se dire, OK, là, c'est super inconfortable. Mais mettre presque son corps en mouvement à son propre insu, quoi. C'est de se mouvoir et d'y aller. Peu importe la peur. J'espère qu'elles auront bien retenu le message, mais je pense que oui. Mais la flamme que tu as tout le temps et en permanence, les bougies qui étaient quelque chose dont tu avais fait faillite et tout, mais, et c'est magnifique et au nom de toute l'équipe d'Exceptionnel, on te remercie de ce cadeau, ça sent admirablement bien, c'est que ça renaît et ça y est, c'est reparti, c'est-à-dire que l'affaire que tu rêvais sur la cire, les bougies et tout, qui est une de tes passions aussi, on va pouvoir le trouver bientôt. Oui, exactement. Donc, mi-décembre. Aimez-vous les uns les autres. Ouais. Bah, il n'y a pas plus beau. Regardez, en plus, le packaging et tout. Non, mais sincèrement, chapeau. Merci, merci. Donc, ça veut dire que qu'est-ce que tu as encore envie? Certainement beaucoup de choses. D'assouvir, de travailler sur les 10 prochaines années. Alors, sur les 10 prochaines années, donc les 5, ça c'est sûr. Ouais, les 5. Les 5, c'est de relancer cette marque. Ouais. Enfin, en tout cas, le chapitre 2 qui aura Aimez-vous les uns et les autres. Un autre nom. Ce sera Love Resurrection. D'accord, Love Resurrection. Ouais, parce que c'est la continuité naturelle. La senteur, elle est terrible. Merci beaucoup. Magnifique. Je fête la faillite. C'est ma manière de fêter la faillite et de la transcender, de se dire, il y a 3 ans, jour pour jour, je recevais la lettre de la faillite. 3 ans après, avec toutes mes connaissances et mon expérience aujourd'hui, je relance. Ouais. Qu'est-ce que c'est beau! Si avec ça, le message, il est tellement positif après cette interview exceptionnelle, sincèrement, top. Alors, pour terminer, la rencontre qui a changé ta vie, s'il y en a une. C'est Emmanuel. C'est mon épouse, qui est devenue mon épouse. Donc, on a fêté nos 10 ans de mariage, 12 ans de rencontre. Félicitations, bravo. Merci, parce que j'y croyais pas du tout. J'ai rencontré après 40 ans, après plusieurs histoires d'amour chaotique, où je me disais, en fait, je mérite pas le bonheur. Donc, j'avais atteint mon plafond de verre, qu'on dit souvent, c'est quoi? C'est la limite supérieure. C'est de se dire, j'ai envie de ça, mais je vais tout faire pour ne pas l'obtenir parce que je pense ne pas le mériter. Ouais. Ça te parle? Ouais. Donc, voilà. Ça me parle et c'est très beau ce que tu dis, mais en tous les cas, chapeau, et on ne la connaît pas ta moitié, mais voilà, je me doute qu'elle est aussi exceptionnelle que toi. Un livre ou un film que tu recommandes? Wow, t'en lis beaucoup, donc c'est compliqué. Oui, beaucoup de développement personnel. Donc, écoute, justement, le oser réussir. D'accord. Parce que ça permet justement de développer un état d'esprit de croissance. Oui. Et de pas rester bloqué dans. Très important. J'ai du talent, donc je ne fais rien pour le développer, j'aurai de la chance. Et en fait, tout dépend de l'extérieur. Et travailler en soi, on reprend sa puissance de retravailler les choses à partir de l'intérieur. Voilà. Que pense Isabeau aujourd'hui d'Isabeau il y a 10 ans? Justement, c'est l'époque où tu t'es mariée, où il y a eu avec ta compagne, mais qu'est-ce que tu penses avec le recul? C'est très, très puissant ce que tu dis, et je pense que c'est intéressant de se poser la question comme ça, et en fait, je me remercie. J'ai de l'émotion en le lisant, parce que quand j'ai rencontré Emmanuel, je me suis dit, en fait, je choisis le bonheur. Et ça a été la première, décision consciente. Je choisis le bonheur. Et depuis lors, je vis le bonheur. Ouais. Et pour ça, je la remercie. C'est une belle déclaration. Hein. Oui. Et quelle est la femme que tu souhaiterais que j'invite ici? Ah Elle, alors, pour le coup. Ah ben oui, je vais donner ses coordonnées. C'est une évidence. Qui est-ce que j'aimerais que tu invites? Parce que tu dis, tiens, cette nana-là, elle n'est pas en lumière. Parce que souvent, il y a des femmes dans l'ombre et on dit, elles sont géniales et elles ne sont pas mises en avant. Tu mettrais qui? C'est compliqué, il y en a aussi certainement beaucoup plus qu'une. Oui, c'est compliqué comme question. Je dirais mon épouse. Hein. Et voilà, donc c'est elle. C'est encore une belle déclaration. En tout cas,
Mille merci Isabeau Avec joie. d'avoir montré que l'impossible devenait possible. Moi, c'est ce que j'ai trouvé de plus beau. Leçon de vie, de positivité. Voilà, j'ai envie de dire que tout avait une intensité folle dans tout ce que tu as dit. On boit tes paroles. Je pense que c'est à voir et revoir ce podcast. Merci pour tout ça. Au plaisir de te revoir dans d'autres circonstances, parce que vraiment, c'est une belle... Puis voilà, et c'est les couacs, et ça fait partie de la vie. Effectivement, entre le train ce matin, où en Belgique, elle me fait la petite vidéo en me mettant, il y a la grève et comment je fais, etc. Mais je vais y arriver. Ben voilà, il n'y a jamais d'impossible. Jamais. Et je te remercie vraiment, parce que le chemin n'a pas été facile. Il y a eu des doutes, il y a eu des peurs, il y a eu des chocs. Et le message vraiment universel, c'est de se dire, OK, quand on décide, comme ce matin, il n'y avait pas de train, et je t'ai envoyé un message en disant, par la porte ou par la fenêtre, j'y arriverai, et je suis là. Chapeau. Et je pense qu'on devrait développer toutes beaucoup plus, surtout après 50 ans, continuer à cultiver cet état d'esprit. Magnifique message. Merci beaucoup pour tout ça, Isabeau. À très bientôt. N'oubliez pas de la suivre sur les réseaux, bien évidemment.